Voilà, là c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cécile Neuville sur le podcast. Bienvenue Cécile, tu es multi-entrepreneuse, Oui, bonjour, merci à toi. tu es psychologue, tu es coach, tu es formatrice, tu es éditrice, tu Oui, es autrice. exactement, tout ça. Et aujourd'hui, tu viens sur le podcast surtout pour nous parler de ton parcours d'écriture Mmh. et et surtout l'impact que l'écriture a eu sur ta carrière aussi. D'accord. Mais avant de commencer, eh bien, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour éviter de faire doublon avec ce que tu as déjà présenté, finalement, si je résume, j'aime bien me présenter comme une rêveuse entrepreneuse. Donc, je rêve de beaucoup de projets qui peuvent contribuer à un monde meilleur au niveau individuel et collectif. Ça, c'est vraiment ma dynamique de vie en général. Et j'entreprends pour réaliser ces rêves, et que ce soit au travers des livres, donc effectivement, que j'écris, que j'accompagne des personnes à écrire, que j'édite avec la maison d'édition Révolution, etc. Que ce soit au travers de conférences, d'ateliers, de formations où moi je transmets en direct et où j'aime beaucoup, en présentiel ou en ligne, et que ce soit aussi après au travers de l'accompagnement de femmes qui peuvent elles-mêmes rayonner, puisque ça me plaît. Pendant 14 ans, c'était particulièrement les psychologues, les coachs, les thérapeutes avec le centre de formation Zen Pro, qu'on a fermé pour pouvoir justement me libérer sur d'autres activités. Et maintenant, c'était en particulier les femmes entrepreneuses, donc d'autres rêveuses entrepreneuses. Donc, j'aime accompagner des personnes qui vont pouvoir continuer elles aussi à diffuser ce que moi je ne peux pas diffuser toute seule. Donc, si je peux contribuer à l'élan en effet papillon, c'est un petit peu comme ça que je visualise ma vie, et toujours dans la créativité, l'enthousiasme et le positif, puisque je suis aussi experte en psychologie positive. Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit, je suis psychologue quand même, effectivement, au départ. Et donc, c'est aussi, mes livres sont toujours autour d'une démarche de développement personnel, puisque je suis vraiment particulièrement orientée développement personnel, même dans la partie psychologie. Ok, et bien justement, qu'est-ce qui t'a, sur tout ton parcours psychologie positive, de développement personnel, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire sur ces sujets-là, justement? Ouais. En fait, ça a commencé parce que déjà, si je reviens même un petit peu avant, dans mes études de psychologie, je trouvais passionnant vraiment l'analyse du comportement humain, etc. C'est quelque chose qui me passionne. En revanche, je ne trouvais pas de courant dans lequel m'insérer. Enfin, je trouvais que c'était très centré sur la dynamique de guérison, de traitement, des choses comme ça, ou alors très, institutionnel pour tout ce qui est psychologie du travail. Enfin, voilà. J'arrivais pas à me positionner moi, jusqu'à ce que je découvre un article par hasard sur la psychologie positive qui était américain. Enfin, c'est un mouvement qui était américain, qui n'existait pas du tout en France à cette époque-là. Du coup, j'ai cherché, je n'ai absolument rien trouvé sur Internet en français. Et du coup, j'ai commencé à aller chercher ce qui se passait du côté des États-Unis avec ce nouveau courant, où là, j'ai commencé à m'y retrouver, puisque l'identité qui m'appelait, c'était d'aider les gens à aller mieux, aller vers l'accomplissement personnel, l'accomplissement professionnel, le mieux-être, la confiance en soi. Moi, c'était cette dynamique qui m'interpellait. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser, et j'ai commencé à créer un blog. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, entre guillemets. Ça a été un blog sur Internet. Et le fait d'en parler sur ce blog, j'ai fini par être repérée comme une personne, parce que je traduisais, en fait, je partageais au fur et à mesure tout ce que je découvrais en anglais. Je le traduisais et je le vulgarisais, je le rendais accessible et pragmatique, utilisable dans le quotidien sur ce blog. Et en fait, sur même 2 espaces blogs. Et donc, j'ai eu un mentor à l'époque qui m'a repéré par rapport à ça, et qui m'a sollicité, qui m'a challengé. Il m'a dit: Cécile, j'adore tout ce que tu transmets sur la psychologie positive. Lui, il est à l'international, donc il connaît le courant américain, il connaissait un petit peu. Il m'a dit: moi, j'ai toute ma communauté en France qui ne connaît pas tout ça. J'aimerais que tu diffuses largement la psychologie positive en France, et je suis prête à t'encourager et te soutenir. Et si tu veux, tu écris un livre sur le sujet. Je te mets en lien avec une maison d'édition. Et derrière, si tu l'écris pour telle date, qu'on avait un regroupement national de cette communauté, j'offrirai ce livre à toutes les personnes présentes, mais aussi à toutes mes équipes à travers le monde. Et donc, c'est ce qui m'a lancé. En fait, c'est une superbe opportunité, de par le fait que je donnais beaucoup par ces blogs. Donc, j'ai dit oui, évidemment. J'ai écrit ce premier livre sur comment intégrer la psychologie positive dans notre quotidien.
français, voilà. Et il a tenu parole. Il m'a acheté, commandé des centaines de livres qu'il a offerts à ses communautés, à ses collègues. Et c'est ce qui m'a permis de lancer ce premier livre et qui m'a rendue un peu experte dans le sujet de psychologie positive aussi au passage. Voilà le tout début, c'est venu de là. Je n'avais, pour signaler, je n'avais absolument pas le rêve d'écrire un livre au départ. C'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête. J'y avais jamais encore pensé. Je me sentais encore novice dans tout ça. Et en fait, par contre, je suis une challengeuse. J'aime les défis. Ça m'a plu. Je l'ai fait. Ça m'a paru assez facile et c'était le début de ma carrière d'auteur. Ouais. Parce qu'il me semble que tu as beaucoup de livres à ton actif déjà. Oui. Tout à fait. Mais c'est pas fini. Une fois qu'on met le nez dedans, en général, on ne s'arrête pas. Exactement. Et alors, quand tu écris tes livres, comment est-ce que tu fais pour les structurer pour qu'ils soient à la fois informatifs et puis accessibles au grand public? Parce que quand on parle de psychologie positive, parfois ça peut faire un peu peur. On peut se dire psychologie, les grands philosophes et tout ça. Enfin voilà, ça peut faire un peu peur. Comment toi tu arrives à les rendre accessibles au grand nombre? Alors, moi, dans ma dynamique, je me suis dit, je voudrais que ce livre soit un compagnon, un outil que je peux utiliser quand j'en ai besoin en tant que lecteur pour mettre en place des actions dans ma vie. J'avais déjà une démarche en tant que psychologue en cabinet qui était très proche du coaching, ce qui m'a amené ensuite à me dire finalement, je suis presque plus coach que psychologue, même si je suis un peu les deux, mais j'ai une démarche très proactive en tant que psychologue où c'est pas simplement analyser et on laisse avec, c'est on analyse, on réfléchit de quoi j'ai besoin, quel plan d'action je mets, quelle première petite action je mets en place, etc. Donc, j'avais déjà ce processus-là en cabinet. Et finalement, mon premier livre, déjà, a été dans le sens de comment retranscrire ça à l'écrit pour que les personnes vivent ce même processus dans leur vie, rien qu'avec un livre. Donc, j'ai voulu mettre en place des exercices pratiques, des programmes d'évolution. Dans le premier, il me semble qu'il y a une quarantaine de petits exercices disséminés dans le livre, où à chaque fois, je fixe pourquoi cet exercice, comment, avec un petit peu d'approche pour comprendre l'être humain, mais je voulais que ça soit vulgarisé. Donc ça, c'était la première chose des exercices, mais aussi beaucoup d'exemples de personnes réelles, de personnes du quotidien, et pas sur des problématiques incroyables, mais sur des problématiques de notre vie quotidienne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce livre, encore plus de 15 ans après, est encore utilisé. Et j'ai encore des personnes, on m'a encore dit la semaine dernière, tous les ans, on fait notre bilan de nos piliers de vie qui est dans ton premier livre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très pragmatique, qui ne se démode pas dans le temps. Et c'est ça qui fait que ce sont des livres qui restent, en fait. C'est pas le livre que je lis et après je m'en débarrasse. C'est un livre que je garde parce qu'il m'accompagne. Donc, je suis contente d'avoir réussi à atteindre cet objectif du compagnon de vie, en fait, vers lequel on se tourne quand on sent qu'on en a le besoin et sans attendre d'aller mal, puisque un de mes slogans, c'est ne pas attendre d'aller mal pour aller mieux, mais en anticipation, en prévision, en prévention et de mieux-être, d'une vie épanouie, heureuse. Voilà. Ok. Et donc, en fait, tous tes livres, tu les construis comme ça, avec des exercices. Et, pour l'instant, je n'ai que des guides pratiques. Par contre, sur plein de thèmes différents. Après, donc effectivement, j'ai commencé à écrire sur le lâcher-prise assez rapidement après. Mais dans le même processus, qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est très philosophique, personne n'arrive à le définir, tout le monde en a une définition différente. Et tout le monde le pense sur des situations tellement variées. Je me suis dit, en fait, pareil, là, il faut que je vois un processus, comment dans la vie quotidienne, et plein d'exemples. Donc, des exemples, des exercices, de la compréhension de ce que c'est avec des mots simples. Et j'ai fait pareil pour ce livre-là. Il est devenu encore plus best-seller, celui-là. C'est mon best-seller de tous mes livres. Et puis, petit à petit, on m'a sollicité pour des petits cahiers, tu sais, les petits cahiers d'exercices qu'on trouve dans tous les magasins. Là, c'est encore plus pragmatique puisque là, il y a un format imposé. La maison d'édition m'a contactée parce que justement, j'avais ce blog de la psychologie positive. Ils cherchaient à créer un carnet autour de la psychologie positive à ce moment-là où ça commençait à se faire connaître en France. Forcément, j'étais visible, ils m'ont sollicité. J'ai dit OK, sauf que là, j'ai découvert une nouvelle façon d'écrire parce que là, il y avait comment on pourrait dire, il y avait une charte graphique avec un nombre de critères, un style, il y a tout un protocole, un encadrement, je ne suis plus du tout libre d'écrire comme ça amusant. Mais j'ai tenu à garder cette approche
avec des exemples, avec des exercices, des mots simples, un appui scientifique toujours, hein, quelques chiffres aussi qui permettent de valider. Moi, j'aime bien quand même montrer que c'est pas juste mon imagination, c'est quand même fondé sur des recherches. Et de là, en fait, j'ai écrit le premier petit cahier qui a aussi vraiment cartonné. C'est une de leurs plus grosses ventes depuis 15 ans aussi. Et du coup, forcément, ils m'ont redemandé d'en écrire un autre. Et puis voilà, régulièrement, je crois qu'avec eux, je dois en avoir 7, un truc comme ça. Mais là, par contre, c'est un modèle. Voilà, je suis une trame où je sais que je dois avoir 5 pages d'intro, un programme sur 3 semaines avec tant de caractères par jour. Enfin, voilà, c'est très rigide comme écriture. C'est vraiment une autre approche. En revanche, ce sont des petits livres qui se vendent très, très bien. Parce que les personnes aiment ces petits outils qu'on trouve là, ça coûte pas très cher. Je m'achète ça l'été, je fais mes petits exercices pendant l'année, voilà. Donc oui, tous mes livres après, et même pour le travail, j'ai écrit des livres avec la maison d'édition Vue Ibert, où là c'était plus pour les managers, les formateurs, les dirigeants d'entreprise, même les salariés, comment appliquer justement la gestion des émotions, la gestion du stress en entreprise. Et là, pareil, c'est une collection. Donc, c'est une boîte à outils. Donc, c'est des outils avec des normes aussi. Et là, pareil, il fallait suivre. Mais j'ai dit oui parce que dedans, il y avait et des outils pratiques et des exemples, des situations de cas, etc., des questions. Donc, ça restait dans ma ligne à moi éditoriale, en fait, finalement. Mais tout en restant à eux dans leur contexte. Donc, à chaque fois que ça correspond, je dis oui, en fait. Voilà. Mais toujours dans cette même dynamique, pour l'instant. J'en suis à un peu plus de 17 livres, parce qu'il y en a 17 publiés, mais il y en a 2-3 là en cours. Et tous sont dans cette dynamique-là pour l'instant. Je n'ai pas encore fait de roman, je n'ai pas encore fait de récit de vie. On me sollicite, moi j'accompagne les autres à en faire, donc je maîtrise bien. En fait, je crois que je reste dans ma zone de confort. C'est très facile pour moi d'écrire un guide pratique, donc je n'arrête pas. Maintenant, je me dis, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, je me pose et que je prenne le temps de m'initier à ces autres formats personnellement. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Puis, ton aurait des choses à dire. Oui, bien sûr. Puis j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est plus de temps. Du coup, voilà. Et ça, par contre, déjà beaucoup de choses dans ma vie. Il faut que je me libère du temps. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager ton processus créatif, enfin les grandes étapes clés de ta rédaction, pardon, de l'idée jusqu'à. Oui. Ma première étape, j'ai toujours à peu près le même aussi. Hein, donc effectivement, et c'est pour ça que c'est rapide. C'est que maintenant, il est rodé ce processus-là. Je commence toujours par brainstormer, entre guillemets, dans ma tête. Donc, j'ai un espace, alors, soit un document vierge sur Internet, enfin sur l'ordinateur, et je note toutes mes idées en vrac, enfin un truc de note, tout simplement déjà, si c'est pendant un moment. Mais souvent, ça commence par une mind map. Moi, j'aime bien la mind map. Je note le titre du livre au milieu et j'ai ma mind map sur un outil que j'ai à la fois sur le téléphone et sur l'ordinateur. Comme ça, où que je sois, même si je suis en train de travailler, que j'ai une idée, je peux ouvrir ma mind map sur l'ordi, je note juste ma petite idée. Si je suis sur le téléphone, dans les transports ou je ne sais où, je peux noter sur la mind map. Et la mind map, au début, elle n'a pas forcément de forme, je note un peu, et puis au bout d'un moment, je regroupe les idées qui se ressemblent. Ça commence à prendre forme, et au bout d'un moment, le sommaire commence à se préciser, puisque ça serait plutôt avant ça et ça avant ça. C'est très visuel, hein. C'est pour ça que je mets les mains, parce que c'est comme ça dans ma tête aussi. Mais je mets des couleurs aussi pour un peu dissocier. Ça, c'est plutôt un exercice, ou ça, c'est plutôt un exemple que je veux citer, justement. Un thème que je veux aborder. Je regroupe. Et puis, au bout d'un moment, j'ai une énorme mind map où j'ai quasiment tout mon livre qui est fait. Hein. Moi, je suis... On dit souvent que dans les auteurs, il y a 2 types d'auteurs. Il y a les jardiniers et les architectes. Architectes, on construit tout d'avance. Bon, moi, je suis une architecte sans aucune demi-mesure sur ce format de livre, en tous les cas. Mon livre est tout prêt, du début à la fin, dans cette grande mind map. Je n'ai plus qu'après à défiler et à remplir les cases, quoi, à remplir mon texte. C'est ce qui fait que ça va vite. Et jardinier, ce serait si je prends juste mon texte et je commence à écrire ce qui me vient par la tête, et j'écris. Après, une fois que c'est écrit, je peux le bouger, mais je ne sais pas où je vais. Et ça, et j'en accompagne. Oui, je suis jardinière. Donc je sais. Voilà. Et moi, je suis purement une architecte. Donc, dans mon processus créatif, je mets presque plus de temps à la partie fondation avant d'arriver à l'écriture. Après, l'écriture, alors si, c'est du temps, mais je suis dans le flow et je ne me rends même pas compte. En fait, j'écris, je peux écrire 3 heures, 4 heures d'affilée régulièrement. Et voilà. Dans mon processus, donc j'ai d'abord la mind map. Une fois que j'ai la mind map qui est bien claire, bien validée, je me mets sur un document Word, enfin OpenOffice pour le coup, et je commence à écrire dans l'ordre. Mais je commence vraiment, genre je mets mon titre,
Cécile Neville. Comme si ça allait être le futur document presque clé en main, hein, il va être prêt. Je mets page sommaire, chapitre 1, enfin voilà, je commence à remplir. Je fais mes sauts de page de partie en partie, enfin voilà, je remplis directement dans le document. Et là, je suis dans l'ordre, par contre, en général, même si des fois, ça m'arrive d'avoir un temps où je me dis, ah tiens, ça, j'ai envie d'écrire ça, et je vais le mettre dans telle autre partie. J'ai aussi un logiciel pour les plus gros livres, parce que ça, c'est bien sur les petits livres, ça me suffit, mais sur les plus gros livres, comme là, en ce moment, j'ai écrit ma Bible du lâcher-prise, j'ai écrit ma Bible de la psychologie positive. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent les nombres de caractères des livres, mais par exemple, un petit cahier d'exercice, c'est à peu près entre 120 et 180 000 caractères. Un livre comme le lâcher-prise, ou enfin, apprendre à lâcher prise, ou mon premier livre sur les secrets du bonheur permanent, on est plutôt aux alentours de 200 000, 250 000. Un pavé comme la Bible, c'est 500 000. Donc, c'est vraiment les gros pavés, quoi. Ouais. Pour un gros pavé, je ne peux pas me contenter de défiler sur un document, sinon je passe plus de temps à passer d'une page à l'autre qu'à écrire. Un logiciel, quand même, qui s'appelle Scrivener, qui me permet d'avoir un fichier par livre. Et sur le côté gauche, j'ai vraiment des onglets par catégorie. Au début, j'ai quand même toute mon architecture en bon architecte. Donc, j'ai fait ma mind map. J'ai mis mon sommaire tout détaillé en partie, sous-partie, sous-partie, etc. Et je crée les catégories. Donc, je mets chapitre 1. Dedans, je mets sous-partie 1, 2, 3. Je me crée toute la structure. Ce qui fait quand je vais sur l'ordi et que j'ouvre mon logiciel, selon ce que je suis inspirée à écrire, je vais ouvrir telle page, remplir la page, et ça me met le nombre de caractères de cette page-là. Je fais, ah oui, dans mon processus aussi, comme je sais à peu près combien il faut de caractères à la fin, j'essaye de le répartir par partie. Donc, c'est-à-dire que je sais que j'ai 4 grandes parties pour 500 000 caractères. Je vais diviser par 4. Je me dis, OK, chaque grande partie, alors il ne faut pas tout à fait 500 000, on va dire 400 000 si on rajoute en plus les annexes et tout ça. Donc, je vais dire 100 000 par partie en moyenne. Si sur une partie, j'ai 3 sous-parties, je vais faire 30 000 par sous-partie. Enfin, tu vois, et du coup, je me note à peu près mes références. Comme ça, quand j'arrive sur ma page, je vois cette page-là, il me faut à peu près 30 000 caractères. Donc, j'y vais, je défile, tac, tac, tac. Je vois où j'en suis. Je me dis, ah, zut, j'ai peut-être pas assez détaillé. Et là, je suis déjà aux 3/4. Comment je fais? Je remanie, tac, tac. Ou alors, au contraire, j'en suis déjà là. Et en fait, il me reste beaucoup. Je vais pouvoir détailler plus. Donc, je remplis comme ça. Et puis, jusqu'à ce que j'ai fini de remplir tout. Et à la fin, je remets tout, j'exporte en format OpenOffice, je regarde comment ça fait en document, voilà, et je relis tout une fois au moins pour vérifier que c'est cohérent, que je n'ai pas répété quelque chose, parce que des fois, on peut avoir oublié qu'on l'a déjà écrit dans une autre partie, surtout sur des gros livres. Je vérifie que j'ai rien oublié non plus, que c'est très clair. Et ensuite, j'envoie le document aux maisons d'édition avec lesquelles je travaille. J'ai écrit aussi un livre en auto-édition. Et donc, en auto-édition, c'est un autre processus de fin où là, ça permet de faire passer par des bêta-lecteurs pour quand même vérifier que c'est bien lisible, qu'on n'a rien oublié. Et après, on corrige avec les bêta-lecteurs, il y a la mise en page, tout ça. Donc, c'est un autre processus derrière. Mais vraiment, le processus de création, mind map, structure des pages sur Word, sur le logiciel, je remplis au fur et à mesure, j'écris. Et à la fin, je relis tout et je corrige si besoin, j'ajoute si besoin. Mais en général, je n'ai pas grand-chose à modifier. Hein. Quand je sens que je l'envoie, souvent, il est quand même bien fidèle à ce moment-là. Pas beaucoup de retour des maisons d'édition derrière non plus, d'ailleurs. Le fait de faire comme ça, je n'ai pas beaucoup de modifications en général. Ils doivent apprécier de travailler avec toi. Oui, je crois. C'est pour ça qu'ils reviennent vers moi, hein, parce que je suis assez rapide. Par rapport à d'autres auteurs, j'écris très vite. Ma Bible de la psychologie positive, il me manque les 500 000 caractères. Elle m'a dit, je ne sais pas si ça t'intéresserait, parce que là, c'est très court terme. On est au mois de février. Elle me dit, il faudrait qu'il soit terminé pour le mois de juin. Et du coup, c'était très, très court, quoi. J'avais déjà un livre signé pour le mois de mai que je devais écrire. Mais voilà, je suis une challengeuse. Je me connais quand je m'y mets. Voilà. Dans mon processus créatif aussi, si on me donne 1 an pour faire le livre, je vais traîner pendant 8 mois. J'ai commencé à m'y mettre un peu les 4 derniers mois et je vais vraiment finir le dernier mois. C'est automatique. Donc, si on me donne 3 mois, j'écris, je commence et j'écris, c'est OK. Moi, je n'ai pas le temps de me faire. En fait, tu te bloques vraiment des temps dans ton agenda. Oui, alors, ouais.
Tu vois, c'est par exemple apprendre à lâcher prise. Celui-là, c'était le plus comme ça. Alors là, j'étais vraiment hyper disciplinée, c'était tout calculé, quoi. Enfin, c'était fou. Donc, j'avais des petites parties. Et en fait, là, les petites parties, pour celle-là, elles avaient un nombre de caractères à peu près. Et je crois, de mémoire, c'était 1500 que je devais écrire à chaque fois. J'ai fait le test d'écrire une partie. Combien de temps je mettais à écrire? Donc, je crois que c'était 1 heure, les 1500 caractères. Un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, OK, là, il t'en manque tant. Donc, il te faut tant d'heures. Tu dois le rendre à tel jour. Donc, du coup, tu prends ton agenda et tu te cales tes créneaux d'écriture. Tac, 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 tac. Donc, j'avais tout calé. Et à chaque fois, j'écrivais, c'était 1500 caractères et je m'arrêtais à 1500 caractères. Et du coup, des fois, ça allait plus vite, des fois plus lentement. Mais quand je m'arrêtais, c'était à peu près 1 heure et j'écrivais 1500, j'arrêtais parce que je savais que j'avais le créneau du lendemain, etc. Du coup, entre deux, je n'avais pas à y penser. Tout était calculé, ma charge mentale n'avait plus à réfléchir. Donc ça a été vraiment le plus vraiment structuré. Après, en vrai, sur d'autres, je n'ai pas du tout fait comme ça. Et là, pour te donner la petite anecdote amusante de mon fonctionnement, qui vient confirmer mon fonctionnement, la Bible du lâcher-prise, je dois le rendre pour fin juin. J'ai tout le sommaire qui est déjà finalisé, donc cette partie-là est déjà faite avant les fêtes. Et je me suis dit, en janvier, je commence la partie écriture, parce que c'est quand même un pavé, rappelle-toi, il te faut du temps, tu as déjà plein de projets, etc. Je me mets les matins, parce que j'écris le matin, moi j'aime bien, je me lève très tôt le matin, entre 5h et 8h pour écrire. J'écris premier jour, je suis dans le flow, c'est hyper chouette, super facile, etc. Je ne sais plus combien de caractères ça fait, mais je compte le nombre de caractères. Je me dis, waouh, j'écris beaucoup en fait maintenant. Je fais le 2e jour, le 3e jour. Je me rends compte que j'ai déjà fait presque un 10e du livre en 3 matins. Et du coup, je me dis, en fait, en vrai, en un mois, j'ai fini. Enfin, bon, bah, c'est pas pressé. Et ben là, ça fait 1 semaine que j'ai pas écrit. Parce que je sais que j'ai le temps. Du coup, maintenant, je dis, bah oui, là, avec mon nouveau rythme, parce que maintenant, j'ai appris à écrire plus vite, je sais le sujet, je le maîtrise, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, j'ai déjà beaucoup d'exemples, etc. Du coup, ça vient tout seul, j'ai pas, voilà, et je me suis dit, en vrai, j'ai le temps. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire tous les matins parce que j'ai toujours autre chose de plus urgent. Et comme d'habitude, je sais que quoi qu'il arrive, au mois de mai, je m'y remettrai et je l'écrirai pour la fin juin sans aucun problème. Mais j'arrive pas à me faire quelque chose de léger par-ci, par-là. Voilà. J'arrive pas à être presque trop en avance. Je sais pas, je pourrais le finir là, mais non. Parce qu'il m'aurait dit, on le rend en février, je l'aurais fini pour février, j'en suis certaine. Mais comme ils m'ont dit juin, ça attend ça. Donc, voilà. Bon, j'ai accepté d'être comme ça et c'est OK, il n'y a pas de je m'accepte dans mes fonctionnements. Alors du coup, est-ce que il t'arrive quand même d'avoir des blocages créatifs ou des doutes ou alors est-ce que tout arrive très facilement, Alors, les seuls blocages que je peux avoir, c'est quand je n'ai pas de deadline. Donc, moi, à partir du moment où il y a une date, je vais le faire. Enfin, c'est une certitude, je trouverai les idées. Je sais comment trouver des idées, en fait. Je sais comment... je ne manque pas du tout de créativité. Donc ça, j'ai pas le syndrome de la page blanche, ça n'existe pas. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je vais avoir trop d'idées. Donc, c'est canaliser mes idées. Donc, c'est vraiment ça. Du coup, quand je n'ai pas de deadline, ma problématique à moi, c'est que tout le reste est plus urgent. Donc, ça passe toujours en arrière-plan. Et du coup, j'ai mis 4 ans à écrire à deux auteurs en plus. On a mis 4 ans pour écrire un livre en auto-édition parce qu'il n'y avait pas de deadline. À chaque fois, il y en a une qui avait quelque chose de plus urgent, puis après, c'était l'autre. Et comme il n'y avait pas de date, on fera ça le mois prochain. C'est pas grave. Je pars 3 mois sur ce truc-là. On reviendra dessus dans 3 mois. Alors qu'en vrai, un livre comme on a écrit, clairement, on aurait pu l'écrire en 3 mois. Pas parce qu'il était quand même, c'était encore autre chose. Mais oui, c'est vraiment moi, mes difficultés à moi, c'est il me faut des deadlines. Donc il faut que je signe des contrats avec des maisons d'édition. Et si je suis en auto-édition, je crois que si je m'y mets, parce que j'ai envie de m'y mettre, il faut que j'ai un engagement avec le public, où il faut que je fasse des préventes, par exemple. Et ça pourrait marcher. En fait, oui. Merci, tu viens de m'aider à trouver une idée. Je n'ai jamais encore imaginé celle-là, mais en fait, si je vends mon livre en prévente pendant 2 mois, c'est sûr de venir pendant 2 mois. Ouais, là, tu es obligé. Là. Ouais. Donc voilà, ça, c'est mon fonctionnement à moi. Mais tu vois, par contre, une fois que j'ai ma solution, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de doute, je sais que je vais y arriver. Voilà, ça, c'est. Je me connais, je sais faire.
maintenant, j'ai quand même 17 livres d'expérience. Je vois que ça marche. J'ai des bons retours. Je sais j'accompagne des auteurs. Je me suis énormément formée. Donc, je sais ce qu'il faut mettre, pas mettre. Je fais de la relecture de livres en permanence. Donc, même les textes sont de moins en moins à corriger. Donc, ça devient, là, je suis quand même devenue un peu experte en la matière de livres inspirants, romans ou récits de vie. Parce que même si je les accompagne pas, même si je n'écris pas, voilà, si un jour je dois m'y mettre, je sais quand même que j'ai des très bonnes bases. Ouais, Et d'ailleurs, en parlant de retours, quels sont les retours sur tes livres du public? Alors ça, c'est toujours incroyable, hein, mais des personnes qui me connaissent, déjà, ça fait toujours plaisir. Mais quand ce sont des personnes qui ne nous connaissent pas, moi, c'est toujours quelque chose qui me surprend. Je reçois des fois des mails ou des messages privés de personnes qui me disent « Bonjour Madame Neville, je tenais à vous remercier parce que je viens de lire votre livre, il m'a permis de ceci, cela. » Alors, j'ai eu des exemples parmi ceux qui m'ont le plus plu. Un couple qui m'a dit votre livre a sauvé notre couple. On était sur le point de se séparer et on s'est donné une dernière chance en lisant votre livre ensemble à deux. On le lisait tous les soirs et le fait, ça nous a amené à nous parler, tout ça. Et du coup, on est retombés amoureux grâce à votre livre. Waouh, c'est trop beau. Voilà, donc ça, j'adore. Après, j'ai fait des livres aussi sur l'éducation positive. Donc, les livres, beaucoup d'enseignantes ou d'éducatrices ou de centres de loisirs m'envoyaient, alors soit une demande, soit pour me dire une fois que c'était fait, et moi peu importe, ils peuvent de toute façon, sentez-vous libre d'utiliser mes livres comme vous voulez, ça c'est aucun problème, pour me dire est-ce que c'est ok pour vous ou m'annoncer j'ai utilisé votre livre dans le cadre d'une animation avec les enfants, des groupes d'enfants. Ça, je trouve ça incroyable. Enfin, là, je me dis, waouh, ça devient un outil pédagogique en fait. Bah oui. Au départ, et en fait, je trouve ça super. Et du coup, ils me racontent qu'il y a des très bons retours, qu'ils adorent, et que du coup, ils ont fait le deuxième pour faire sur l'autre sujet. Enfin, donc, je trouve ça super. Et puis, celui que je citais un peu tout à l'heure, l'exemple, c'est la personne qui fait ses bilans de vie tous les ans. Depuis 15 ans, puisqu'elle l'a acheté au tout début. Elle a vraiment la toute première version du livre, parce qu'après, elle a été rééditée avec un nouveau titre, une nouvelle couverture. Et ça fait 15 ans. Et là, elle m'a dit, cette année encore, maintenant, c'est devenu notre rituel familial. La soirée du jour de l'an, on la passe autour de ton livre, en fait. Et là, je me dis, waouh, incroyable. Donc, ils sont en famille autour d'une table. Et ils mangent et tout ça, et ils font leur bilan de vie avec le guide qui est dans l'exercice, avec leurs enfants qui maintenant sont des grands ados. Et du coup, tous font pilier par pilier en répondant aux questions avec le protocole proposé. Et elle dit, maintenant, c'est devenu un indispensable de notre vie. C'est un moment hyper fort dans notre famille et on adore ça, quoi. Je me dis, par exemple, c'est génial. J'en ai sur chaque type de livre. Je pourrais en avoir d'autres, mais voilà, par exemple, qui me semble. Ah, ça, c'est top. Et sur ta carrière, qu'est-ce que ça a apporté de t'écrire, enfin, en tout cas, au tout début, parce que maintenant, tu es devenue une référence. Mais au tout début, tes premiers livres, qu'est-ce que ça a apporté à ta carrière? Dès le premier, en vrai, je conseille à tout professionnel, et notamment dans l'accompagnement, mais même dans d'autres métiers, d'écrire un livre, ça donne une légitimité dans le regard des gens. Donc, tout de suite, dès qu'on a écrit un livre, il faut savoir que une personne sur trois rêve d'écrire un livre et qu'en fait, on est très, très peu à le faire. On a l'impression d'être beaucoup quand on côtoie les auteurs, parce qu'on est avec des auteurs. Mais en vrai, sur la majorité des gens, il y a très peu de personnes qui ont réussi à aller jusqu'au bout de l'écriture d'un livre. Beaucoup ont commencé, et c'est dans le fond d'un tiroir, dans le fond de l'ordi, etc. Très peu ont été jusqu'au bout du processus. Donc, quand on a écrit un premier livre, déjà, il y a une sorte de « waouh, toi, tu as réussi à le faire », c'est que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va au bout de ses projets. En plus, sur un sujet, ça nous donne comme une posture d'expert. Donc, moi, j'ai senti dès le départ qu'à partir du moment où j'allais écrire un livre sur la psychologie positive, c'est que c'est une experte sur le sujet. Je n'ai pas changé entre avant le livre ou après le livre, mais dans la tête des gens, je ne suis pas la même quand même. Je suis beaucoup plus crédible, le fait d'avoir écrit un livre. Donc ça donne vraiment de la crédibilité, de la légitimité, c'est certain. Ensuite, ce que ça a apporté, c'est une visibilité, une crédibilité aussi au niveau des médias. J'ai été très, très sollicitée par des journalistes grâce à mes livres, qui du coup me demandent des interviews, etc. Et grâce à ça, j'ai pu avoir jusqu'à des chroniques sur RTL avec Flavie Flamand, sur Europe 1, avec Nagui, sur France Inter. Enfin, j'ai eu des fois des interviews où je me dis waouh, incroyable, mais parce que comme j'ai écrit beaucoup de livres maintenant et dont certains qui sont diffusés dans plein de petites interviews, les plus grands finissent par tomber dessus, et plus ça va, plus on monte dans la taille des médias en fait. Et donc ça, c'est fou. Je suis à la télé, j'ai été à Allô Docteur, quoi. Enfin, tu vois, jamais je n'imagine passer dans une émission comme ça, comme experte vraiment de
mentale, de la psychologie positive, etc. Et ça, c'est des livres, clairement. Si je n'avais pas fait des livres, je n'aurais pas été invitée dans ces émissions-là. Il y a le titre quand même de psychologue qui m'aide, mais en tant que psy sans livre, je n'irais pas. Je pense qu'en tant qu'auteur, même sans le titre psychologue, j'aurais pu être invitée, en fait. Donc, c'est quand même une carte de visite, une carte d'entrée, certaine. Et après, moi, c'est aussi un cadeau que je peux faire facilement. Donc, ou gagner du temps quand des personnes me posent des questions et que c'est complexe, je leur dis, écoute, franchement, prends ce livre-là. Et moi, je gagne du temps aussi. Je n'ai pas à tout expliquer, tout accompagner. Et du coup, rien qu'en lisant le livre, elles peuvent régler certaines problématiques qu'on aurait peut-être mis longtemps à faire si on avait attendu le rendez-vous, etc. Donc, les rendez-vous, c'est autre chose et c'est vraiment important. Mais parfois, un livre peut faire gagner du temps dans la compréhension d'un concept, d'un projet. J'ai un livre concrètement, par exemple, sur la chronobiologie. Perfect Timing, un petit cahier justement d'exercices. Et dedans, il y a un agenda du sommeil pour étudier ces cycles du sommeil, des profils types, et selon ton profil, tu mets telle et telle action en place, tel agenda, telle alimentation, tel sommeil, etc., tel sport. Et du coup, forcément, moi, j'accompagne tout le monde, tout le temps, n'importe où, sur prendre soin de sa santé. C'est quelque chose qui est essentiel pour être épanoui. C'est déjà, ça passe par le corps, la vitalité, l'énergie. Donc, à chaque fois, je fais référence à la chronobiologie. Et donc, à chaque fois, on me demande, mais où est-ce que je peux trouver l'agenda, etc. Je dis, écoute, c'est simple, 14 € et quelques, tu prends le bouquin, tu as tout dedans, tu as ton profil, tu n'as plus qu'à te faire ton planning et tu trouves ton énergie. Là, je gagne un temps fou, la personne, elle gagne en valeur et tout le monde est content. Donc, ça me sert aussi vraiment d'outil de transmission simplifié, en fait, dans mon quotidien professionnel. Ah, mais c'est top. Et d'ailleurs, je l'ai lu sur la chronobiologie. Je le recommande. Enfin, j'ai déjà plusieurs de tes livres, mais celui-là, je l'aime bien. Et donc, je sais que tu accompagnes aussi des autrices. Oui. Donc, tu es bien placée pour répondre à cette question. Quel conseil donnerais-tu à une coach, une thérapeute de se lancer. De se lancer, qui hésite, qui ne sait pas trop, qui dit non, c'est pas pour moi. Ouais. La première chose, c'est vraiment tout le temps dans le processus aussi. Alors maintenant, moi, je n'en ai plus besoin aujourd'hui, et encore que sur certains livres, quand même, c'est important. C'est retravailler sur son pourquoi. Pourquoi je veux écrire un livre? C'est quoi le but pour moi? Est-ce que c'est justement de la visibilité professionnelle? Et dans ce cas-là, c'est un livre peut-être plus pragmatique, avec des mots d'expert et tout ça, pour être vu, reconnu dans des médias, etc. Si c'est plus quelque chose, j'ai envie de remettre à mes clients au cabinet. Donc là, c'est plus un livre pratico-pratique, accessible, que je peux transmettre un peu comme ce que je disais quand j'ai besoin, et je le vends à mes clientes, et c'est OK. Si c'est pour gagner de l'argent, c'est carrément autre chose. Là, il faut aller dans des collections avec des grandes maisons d'édition, et on est plus cadré, etc. Mais par contre, c'est ça qui se vend le mieux, parce que sinon, il faut avoir conscience que quand même, on ne gagne pas sa vie aujourd'hui avec des livres comme ça. Moi, déjà, au bout de 17 livres, j'arrive quand même à gagner une certaine somme chaque année, c'est déjà bien. Et même avec ça, je n'en vis pas. Donc, dites-vous bien, à moins d'être Laurent Gounel et d'avoir la baguette magique, voilà. Mais ça reste des pourcentages tellement minimes. Au départ, c'est des opportunités, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, il y en a un qui cartonne, et c'est comme ça, et tant mieux quand ça arrive. Mais il ne faut pas le faire en misant tout là-dessus, sinon, il y a un moment donné, on risque d'être déçu, et en plus, ce n'est pas forcément en forçant qu'on y arrive, en fait. Donc, voilà. Donc, quand on est thérapeute, le pourquoi, c'est vraiment important. Est-ce que c'est aussi quelque chose pour faire des conférences, un outil que je veux vendre et faire des dédicaces après des conférences? C'est encore autre chose. Et quel message je veux transmettre? Mon pourquoi pour le monde? Quelle est ma contribution au travers de ce livre? Et plus on va avoir un pourquoi clair, fort, puissant, plus on va pouvoir écrire dans la bonne dynamique, et plus on va avoir la meilleure énergie dedans, plus on va mettre d'énergie à le promouvoir, parce que c'est une chose de l'écrire, mais c'est une autre chose de le promouvoir. Et si on promeut quelque chose qui était fait à la va-vite, on ne va pas réussir à en parler avec le cœur. Si j'ai mis tout mon cœur, je peux en parler pendant 10 ans sans aucun problème. Comme moi, mon livre sur les piliers de vie, c'est quelque chose, toute ma vie, je pourrais en parler, parce que voilà, c'est intemporel, et toute ma vie, je me dis, tout le monde devrait faire des bilans réguliers sur sa vie, etc. C'est une évidence. C'est tellement fort mon pourquoi que ça, je pourrais le faire tout le temps. Le lâcher prise, pareil. Évidemment que c'est quelque chose qui m'anime. Je me dis, mais je vois tellement de personnes se mettre de la pression, et ça fait 15 ans, et je ressens toujours autant. Donc, j'aurais envie de le diffuser tellement, ce livre-là aussi. Et pareil pour l'éducation positive, enfin, voilà, pour le milieu du travail. Donc, le pourquoi doit être fort, en fait. C'est hyper important. Donc, des mots qui vous parlent, votre énergie, un message fort. Ça, c'est vraiment la base. Et après, pour commencer,
je vais donner deux conseils très pragmatiques, très différents. Ouais. Le premier, c'est si vous êtes bloqué, ne restez pas seul. Donc, et là, c'est même pas pour promouvoir l'accompagnement, c'est vraiment pour se dire, ça peut même être avec un groupe d'auteurs, ça peut même être avec un ami qui veut écrire aussi, ça peut être évidemment avec un coach en individuel, ça peut être avec un groupe de motivation, un coaching de groupe, peu importe, mais si on reste seul, souvent, c'est là qu'on procrastine, qu'on remet tout le temps à plus tard, qu'on doute, qu'on a peur, etc. Dès qu'on est au moins deux, il y a quelque chose qui se passe et le fait d'encourager l'autre, ça nous encourage et l'autre nous encourage quand c'est nous qui en avons besoin. Donc, une synergie. Collectif, voilà, ça entraîne encore plus, c'est motivant de voir les autres avancer, ça nous donne envie d'avancer et donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment dans la partie émotionnelle, humaine, motivationnelle. Et après, très pragmatique, le troisième conseil, c'est si vous voulez vous lancer, calez-vous 1 heure et écrivez. Arrêtez de réfléchir. Il y a un moment donné, on prend le stylo, on prend la feuille si c'est pas écrit, on prend l'ordi si c'est, on ouvre un document texte et on se dit ok, je me mets 1 heure, je mets un chronomètre. Moi, je lance très souvent pour les débutantes le défi de 1 heure d'écriture. C'est hyper simple, mais ça marche à tous les coups. Je me mets 1 heure, j'ai tout prévu, j'ai prévenu les gens, je ne suis pas là, je ferme tout, juste 1 heure. Je mets le chrono, mais par contre, je m'arrête à la fin de l'heure parce que sinon, le cerveau va être biaisé si je le refais. Donc là, c'est juste 1 heure. Donc pendant 1 heure, j'écris tout ce que j'ai à faire. Et là, il y a des lois du temps qui fonctionnent. Quand je n'ai qu'1 heure, je me dis, je veux quand même produire quelque chose. Donc je ne vais pas attendre, traîner, regarder autre chose à côté, machin. Donc, à la fin de l'heure. Donc je m'y mets, j'écris, c'est imparfait, on s'en fout. On ne se relie pas. On avance, on écrit, on écrit, on écrit. Ça ne sera pas bien. C'est pas grave, mais au moins, il y a une première base. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à écrire. Et des fois, on voit des passages, on dit « Ah, ça c'est super intéressant. Ah, ça c'est bien. » Et au moins, j'ai de la matière pour aller à l'étape suivante. Donc, des créneaux, défis, 1 heure d'écriture, régulièrement, dès qu'on relâche. Parce que des fois, on est dedans, on va écrire souvent. Puis il y a des fois, pendant 1 semaine, on part en vacances, on fait autre chose et tout. Ah, c'est dur de s'y remettre. C'est comme le sport. C'est exactement. C'est pareil. On sait que c'est bon, on sait que c'est génial, on sait qu'on va être content, mais dès qu'on décroche, c'est pas facile de s'y remettre. Et du coup, un défi 1 heure peut permettre de s'y remettre, tout comme se dire, allez, je vais juste marcher 15 minutes pour me remettre à ressortir, quoi. Il ne faut pas se mettre un truc trop compliqué pour redémarrer. Donc, juste 1 heure, timing, peu importe ce qu'on écrit, mais 1 heure d'écriture. Et ça reconnecte à l'envie, à la pulsion, au flow, à la créativité. Et en général, après, on a envie de réécrire et voilà. Et après, ça va tout seul. Voilà. Merci pour ces conseils. J'avais une autre question là qui m'est venue. Oui. Donc, toi, tu passes beaucoup par les maisons d'édition. Est-ce que c'est des commandes qu'on t'a faites ou est-ce que tu as fait des démarches auprès de certaines maisons et comment ça s'est passé? Alors, pour moi, ça a été quasiment à chaque fois des maisons qui m'ont, enfin tout le temps, en fait, je réfléchis, mais sauf en auto-édition, mais tous les livres, c'est les maisons qui sont venues me chercher, sauf à un détail près. C'est que, en fait, le premier contact avec une maison d'édition, c'est toujours elles qui sont venues grâce à ma visibilité sur Internet, donc au blog. Ma posture d'experte, tous sont venus par ça. Donc, c'est vraiment par l'extérieur. Après, par contre, une fois qu'on est dans une maison d'édition, qu'on a écrit un premier livre, c'est moi qui relance. C'est-à-dire que si on ne relance pas, ils n'y pensent pas. Ouais. Moi, dès que j'ai fini un livre, je relance dans le sens très simple. Bon, ben voilà, celui-là, il est fini. Bon, ben, si vous avez une idée de nouveau livre, je suis partante. Sur quoi on part? Et puis, elle se dit, oui, pourquoi pas? Bah, venez dans nos bureaux, on va en discuter, on va voir qu'est-ce qui est courant dans le marché. Hein. Ils pensent aussi à ce qui se vend, quelles sont les tendances, etc. Quelles sont parmi les tendances vos sujets de prédilection? Quels sont vos sujets qui vous passionnent en ce moment qui pourraient rentrer dans une tendance? On discute, on choisit un livre et c'est reparti. Mais si je ne relance pas, et d'ailleurs, il y a des années où je n'ai pas relancé parce que j'avais d'autres choses à faire. On ne me relance pas, c'est OK. Mais même 1 an après, je reviens et je dis bon, bah, là, j'ai été indisponible pendant 1 année parce que j'ai fait sur un autre projet. Mais je serais bien partante pour écrire un livre. Est-ce qu'en ce moment, vous auriez des projets? Et à chaque fois, c'est reparti. Si je voulais, demain, je recontacte toutes mes maisons. Je sais que je peux avoir 4 livres sur mes 4 maisons d'édition. Parce qu'il faut savoir et comprendre qu'une maison d'édition, une fois qu'elle est signée avec un auteur, si ça s'est bien passé, hein, évidemment, c'est toujours plus facile pour elle de repartir avec le même auteur que de choisir un nouveau, de retester, de rechercher le style, de réexpliquer tout, de remettre la partie administrative, financière en route, etc. Là, tout est déjà en place, c'est une facilité pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà un premier livre en maison d'édition, relancez pour écrire le 2e, le 3e, le 4e. Et sinon, par contre, pour une nouvelle maison d'édition, moi, j'accompagne des auteurs à le faire.
n'ai pas eu besoin de faire et que je pense que pour l'instant, je n'ai pas l'envie d'aller chercher encore une autre maison d'édition, donc je ne pense pas le faire. En revanche, j'accompagne beaucoup d'auteurs à aller démarcher des maisons d'édition. Là, il y a tout un processus de synopsis à rédiger. Et vraiment, le conseil que je donne, c'est ne faites pas le même pour tout le monde, ça ne marche pas. Il y aura des éléments communs. Faites votre synopsis parfait pour vous avec tout ce qui vous vient au départ. Il y a plein de choses sur Internet pour vous aider à le faire. Il y a des formations et tout ça. Une fois que vous l'avez, prenez le temps pour chaque maison d'édition que vous sélectionnez. N'envoyez pas à n'importe quelle maison d'édition. J'ai même envie de dire, ça revient plus tôt. C'est aller dans les rayons des librairies, aller dans les bibliothèques, enfin plutôt les librairies, parce que les bibliothèques, il n'y a pas forcément tous les livres et pas récents, dans des librairies, Sorams, la Fnac, etc. Et vous allez voir le rayon dans lequel vous aimeriez voir votre livre. Dans ce rayon-là, vous regardez les livres qu'il y a, ceux qui sont dans des collections dans lesquelles votre livre pourrait rentrer ou dans des séries ou des thèmes qui pourraient coller. Notez les maisons d'édition, qu'elles soient connues ou non, on s'en fout. C'est pas ça qui va faire que ça se vend plus. Moi, c'est pas mes livres dans les plus grosses maisons d'édition qui se vendent forcément le plus. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, c'est vraiment noter les maisons d'édition. Prenez le temps d'aller sur le site de chacune des maisons d'édition. Donc, moi, je conseille de faire un tableau. On note les maisons d'édition. On va sur le site, on remet le lien pour pouvoir retrouver facilement. On note leurs idées parce que dans tous les sites, il y a envoyez-nous vos manuscrits, déposez vos manuscrits, enfin, voilà, vos synopsis, etc. Et chaque maison d'édition a des critères différents. Il y en a, c'est en ligne. Il y en a, c'est par courrier. Il faut imprimer encore pour certaines. Okay. Il y en a, il faut envoyer direct le manuscrit. Il y en a d'autres, il ne faut surtout pas envoyer le manuscrit. Il y en a, il faut faire un synopsis en mettant ça, ça et ça. Et pour l'autre, ce n'est pas exactement les mêmes trucs. La mise en page, nous, c'est avec la maison d'édition Révolution, c'est en ligne et c'est il y a tout un qui est écrit sur notre site. Et c'est en police, Times New Roman, 12. On est vraiment sur des trucs très précis parce que sinon, on reçoit des trucs, mais dans tous les formats incompréhensibles, ça ressemble à rien. On n'a pas de temps à perdre. Dites-vous que les maisons d'édition, déjà nous, à notre niveau, petite maison d'édition, on en reçoit tous les jours. J'avais parlé avec une éditrice d'Erol, elle nous disait qu'elle avait 100 candidatures par jour. Ah oui. Le nombre de mails qu'elle reçoit tous les jours. Donc, rien que dans la mise en forme, elle dit non, en fait. Elle ne lit même pas si le livre est bien. Si ça ressemble à rien, si c'est que du texte tout brut, il n'y a pas de mise en relief, ça ne répond pas du tout aux questions qui étaient demandées, elle n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut vraiment se dire, arrêtez les pavés, les longues phrases pour séduire, pour argumenter. Mettez des checkpoints, mettez du gras sur vos forts, répondez vraiment aux critères qui vous sont donnés sur chaque site. C'est ça qui vous fera avoir. Dans le mail, ne faites pas un roman. Voilà, juste comme demandé sur le site, vous souhaitons une très belle journée et on signe, ça suffit, elles n'ont pas le temps de lire, de toute façon. Donc, elles ont déjà tellement de trucs, des livres à lire, des candidatures à lire, des manuscrits à lire, donc c'est pas possible. Donc, gagnez du temps, faites un peu de visuel, mettez des encadrés qui simplifient la vue. En un coup d'œil, je comprends l'univers du livre et c'est OK. Votre biographie, racontez pas votre week-end chez la mamie, on s'en fout. C'est des éléments factuels. Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime pour votre livre? Donc, essayez d'aller au plus direct. Sinon, vous n'aurez pas de chance de prix. Voilà. Merci pour ces précieux conseils. Ça change tout. Hein. Je peux vous dire que déjà, juste vous appliquez ça, vous êtes déjà dans les 10% qui ouvrent le mail. C'est vraiment, je n'exagère absolument pas. Hein. C'est vraiment une réalité du monde de l'édition que les auteurs n'ont pas conscience. Ils envoient un truc à l'arrache, ils se disent ouais, ils me répondent même pas. Non mais il faut s'imaginer la vie de l'éditrice derrière. Si elle devait répondre à chacun pourquoi on l'a pas choisi 100 par jour, elle passe sa journée à faire ça en fait. C'est juste pas possible. Donc, Okay. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ta maison d'édition? Oui, la maison d'édition Révolution, elle est née vraiment en 2 mots parce que justement, comme j'accompagnais des personnes à écrire des livres, je trouvais ça génial d'accompagner. Et on était hyper frustrés parce que certaines ne trouvaient pas de maison d'édition. Et moi, ça me frustrait. Donc, je me suis dit, avec une autre auteure qui était présente, on a eu la même idée à peu près en même temps, Marjorie Dana, on s'est dit, en fait, tu sais quoi, on va créer notre maison d'édition, comme ça, au moins, on pourra les publier. Ah là là, quand on a dit ça, on a fait ah, zut, on va le faire. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas du tout comment créer une maison d'édition. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure, puis on y allait un pas après l'autre, puis on a découvert tous les rouages. C'est pas simple, hein, mais voilà. C'est un autre métier, c'est pas moderne comme réseau, tout ça, le milieu de l'édition. Et c'est pas hyper rentable non plus. Ça nous a permis de découvrir pourquoi les droits d'auteur ne sont pas si élevés aussi. Donc ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de frais. Même pour la maison d'édition, elle ne touche pas des millions. Tout le monde pense que les maisons d'édition se mettent sur le dos des auteurs. Absolument pas. C'est pas la maison d'édition qui gagne le plus. Dites-vous bien.
clairement. On plaint les libraires, mais c'est quand même eux qui prennent le plus gros pourcentage. Et on ne peut pas les juger non plus parce qu'eux aussi, c'est pas facile, c'est du temps, c'est du délai, etc. Donc, c'est du stockage et tout. Donc, chacun a ses raisons de mettre un budget, en fait. Il y a l'impression, il y a les envois, les colis, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, donc, c'est pas très rentable déjà, quand même. Ça sera rentable, effectivement, quand on est des grosses maisons d'édition au niveau de milliers de ventes où là, oui, au bout d'un moment, même quelques euros par livre, fois des milliers, ça devient intéressant. Bref. Donc, nous, c'est une maison d'édition qui a le but, deux ambitions, de publier des livres inspirants pour le monde. Donc, ça, c'est notre première ambition. Livres dev perso, transition écologique, récits de vie, romans feel good, des choses qui font du bien, qui apportent du plaisir, du bonheur, de la réflexion, de la résilience, de la force, du courage. Voilà, ça, on est dans cette dynamique-là. Mais deuxième chose, notre volonté, c'est certes de publier ces livres, mais pas que, c'est quand même d'aider des personnes à réaliser leur rêve d'écrire un livre. Et ça, c'est vraiment notre motivation de départ. C'est vous rêvez d'écrire un livre. Et d'ailleurs, dans toutes nos accroches, ça commence par ça. C'est le mot rêve. Ça s'appelle révolution. C'est pas pour rien. Et donc, du coup, on aide des personnes qui... Nous, on adore accompagner des primo-auteurs. Ce qu'on appelle des primo-auteurs, c'est le premier livre. Dans les grosses maisons d'édition, c'est pas ce qu'elles aiment le plus, quoi. Enfin, parce que c'est beaucoup de temps. Donc, nous, ça a vraiment plus une vocation presque altruiste, quoi. Enfin, derrière. Et après, on essaye quand même de rentabiliser avec les ventes. Et donc, il faut quand même un petit peu de critères marketing. Il faut quand même, voilà, on ne peut pas prendre tous les livres et n'importe comment. Et d'avoir de temps en temps quelques influenceurs, quelques personnes qui ont des grosses communautés, parce que c'est eux qui vont peut-être plus générer de chiffres et du coup nous permettre de rentabiliser pour ceux qui vont nous faire presque perdre de l'argent, quoi, à un moment donné. Parce qu'il y a un investissement de départ, de création de livres, et si on ne vend pas, on est à perte. Donc, c'est nous qui prenons les livres en tant que maison d'édition. Donc, voilà, on a ces deux volontés-là. Et une troisième qui est de créer ce qu'on n'a pas trouvé en tant qu'auteur dans les autres maisons d'édition, une vraie communauté entre les auteurs et avec les lecteurs. Et pour nous, c'était, moi personnellement, j'ai 4 maisons d'édition, je n'ai jamais été invitée par mes maisons d'édition à rencontrer des lecteurs, même d'autres auteurs. On n'est pas en lien avec les autres auteurs. Chacun est dans sa ligne de communication indépendante. Et du coup, je me sens isolée, quoi. Je me sens seule dans cette carrière d'auteur. Et là, on voulait que vraiment, donc nous, on a vraiment concrètement un fil WhatsApp avec tous nos auteurs et dès qu'il y en a une qui va à un salon, elle partage et les autres peuvent y aller aussi. Enfin voilà, il y a des échanges comme ça très humains et on a pour ambition, on a déjà fait une fois un séminaire en présentiel et on peut en refaire des rencontres entre auteurs, mais aussi entre auteurs et lecteurs, pas que des salons du livre, vraiment des avec des moments d'écriture, des moments de lecture commune, des moments de partage autour des livres. Enfin voilà, on veut vraiment créer cet esprit de famille un peu quand même entre auteurs et lecteurs passionnés autour des livres du bien-être, du dev perso, des livres inspirants. Voilà. Parfait. Voilà. Merci pour tous ces bons conseils et puis ce retour d'expérience. Et quelle est ton actualité en ce moment? Il me semble qu'il y a des livres. Oui, là, clairement, je suis en ce moment en train d'écrire ma Bible du lâcher-prise avec une petite pause, mais c'est un des projets en cours. Je suis aussi ce qu'on appelle, mais je n'aime pas trop le terme, mais ghostwriter. Donc, c'est-à-dire que en ce moment, j'écris la biographie d'une personne, un récit de vie d'une personne, où elle me raconte sa vie et je la mets en écriture parce qu'elle-même n'arrive pas à se lancer dans l'écriture. Ce n'est pas son truc, elle n'a pas forcément envie d'y mettre du temps. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi, par exemple, dans l'écriture. De quelqu'un d'autre, donc je trouve ça hyper intéressant. Et puis après, la maison d'édition, on va sortir une prochaine vague de livres début février avec une campagne de crowdfunding parce qu'on fonctionne comme ça justement pour pouvoir avoir les budgets de lancement de livres, même de personnes qui ne sont pas connues. Et donc, du coup, là, c'est basé sur les préventes de livres, en fait, où les personnes précommandent les livres et nous, ça nous permet d'investir dans la mise en page, l'impression, etc. Au moment où on lance les livres, ça permet de démarrer des livres. Donc, la prochaine campagne, je crois qu'on a 4 livres qui vont arriver début février, 4 ou 5, d'ailleurs. Voilà pour la partie livre, on va dire. Après, j'ai beaucoup d'autres actualités, mais c'est peut-être pas le lieu et je vais pas te raconter toute ma vie, mais voilà. Mais globalement, pour les femmes entrepreneuses, et comme vous êtes quand même a priori des professionnels de l'accompagnement, vous êtes des entrepreneuses, courant 2025, on va dire, fin d'année, il y a un séminaire des rêveuses entrepreneuses et je suis en train de préparer, de prélancer. Entre-temps, il y a une tournée des rêveuses entrepreneuses où je vais faire le tour dans 14 villes de France. Donc, si vous voulez me rencontrer, il y aura des journées dédiées aux femmes entrepreneuses. Voilà, par exemple, dans les actus en cours de préparation. Et je recommande fortement le séminaire parce que c'est juste fou.
Merci. Incroyable à vivre, vraiment au top. Yes. Merci. Merci Cécile, merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, tous tes liens. Comme ça, on pourra suivre. Et puis voilà. Et ben, je te remercie beaucoup. Merci pour ce podcast, pour tout ce que tu transmets et ta belle énergie toute douce. Moi qui contrecarre avec moi mon énergie très rapide, je parle vite. Et du coup, c'est du bien aussi d'entendre une personne qui parle plus lentement, qui prend son temps. Ça m'aide un peu à ralentir, un peu, mais quand même. Merci. Et ben, je te remercie beaucoup, Cécile. Et puis, on se voit sur les réseaux alors. Oui, à bientôt. Bientôt. Au revoir tout le monde. Alors, hop.